La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bah, c'est-à-dire, je pense que le cinéma, enfin plus exactement, disons, il faut faire évidemment le rapprochement, enfin pas tout à fait le rapprochement, mais comme si on fait un peu la distinction, donc long métrage, court métrage, ou alors, disons, inversement, quand on regarde l'ensemble des... Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma.
Un, deux. Ah. Un, deux. Ah. Beaucoup mieux là. Je vois des niveaux qui bougent, donc ça va. On recommence une troisième fois. Bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien. Merci pour la série de 20 visionnages consécutifs. Et merci beaucoup pour le lurk. Du coup, Cannes, je fais encore plus résumé. Comme d'habitude, c'est beaucoup toujours les mêmes réalisateurs, mais on sait que c'est des très grands réalisateurs qui font des films de qualité et tout ça. Mais c'est regrettable que dans la grosse sélection, dans la grosse compétition officielle, il n'y ait pas plus de nouveaux réalisateurs. Voilà, pour résumer. Je crois qu'il y a des pays, c'est la première fois par contre, qui seront représentés à Cannes, et ça c'est cool. Et voilà, on attendra de voir les films quand ils sortiront en salle. Bon, maintenant qu'on a tout, du micro, de l'audio, tout, on attaque les sorties de la semaine, parce que y en a avec un premier film, Le mélange des genres, dont on regarde la bande-annonce. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. Déconstruit. Salut! Concrètement, là, t'as quoi à leur reprocher pour le moment? Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité. L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police. Ils font pas remonter les plaintes des femmes agressées. Qu'est-ce que tu proposes alors comme action? Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis? Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu. Attention au gynocentrisme. Attention au gynocentrisme. Attention. Dans ce cas, écoutez-moi, on ne débarque qu'avec des brebis femelles. Quoi? Pour la sororité? C'est déjà des femelles, les brebis. Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi? Il y a une taupe là? Tolérance zéro pour les balances. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'ai déposé plainte. Contre mon violeur. Il est là, debout, au bar, là. Une femme m'accuse, et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, non, bien sûr que je passerai rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. Voilà, une comédie, donc pour commencer. On n'aura pas que des comédies. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ce film? Le mélange des genres a fait partie de la sélection officielle lors du dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier 2025. Benjamin Laverne a d'ailleurs été récompensé du prix d'interprétation masculine. Équipe gagnante, une fois encore, Michel Leclerc a sollicité sa femme, Baya Kasmi, à l'écriture du scénario, comme pour la plupart de ses longs métrages. Mais si le film est né de leurs nombreux débats sur #MeToo, voire de leurs disputes, il a souhaité écrire la structure seul, puis les premières versions dialoguer afin d'exprimer son point de vue masculin. Cependant, elle lui a permis de pousser les curseurs selon ses dires et développer le personnage de Simone. Retrouvailles, c'est la 4e fois que Félix Moati tourne devant la caméra de Michel Leclerc après Télégaucho, la vie très privée de Monsieur Sim, Les goûts et les couleurs. D'ailleurs, l'acteur est également à l'affiche de Mikado de Baya Kasmi. Bien le bonsoir, Monsieur Tronche de Cake, j'espère que tu vas bien. De Baya Kasmi qui sort le 9 avril en salle. En août, Michel Leclerc retrouve aussi Judith Shelma après Les goûts et les couleurs. Genèse, le film est né d'un malaise ressenti après #MeToo, car même si Michel Leclerc dit soutenir profondément le mouvement,
il n'a pas pu s'empêcher de penser qu'il était à la mauvaise place en tant que réalisateur vieillissant, mâle, hétéro et blanc. Et bah écoute, ça va tranquille. C'est la seule journée depuis dimanche où il va faire beau, où il a fait beau, et tout le reste de la semaine est annoncé comme catastrophique. Tant et si bien que normalement il y avait une course de caisse à savon, ils nous ont déjà annoncé que c'était annulé. Voilà, il y avait des activités sur une place annulées. Voilà, c'est. Mais après, voilà, c'était aujourd'hui. Juste aujourd'hui, il fallait en profiter, puis je bossais quand même. Dans le chat ici aussi, bah voilà, c'est. Mais nous, lundi, mardi, il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'est horrible. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. La semaine dernière, c'était l'été. Et cette semaine, c'est l'hiver. C'est quoi tes horaires de stream? C'est fixe. Alors, le mercredi, j'essaye de. Vu que c'est le jour des sorties des films, j'essaye de faire l'émission le mercredi, je lance vers 18h30 en rentrant du boulot. Et après, je vais essayer de reprendre les soirées où je lance vers 21h. Mais j'avoue qu'en ce moment, il y a pas mal de taf, donc pas tout le temps la motive de lancer un live le soir. Bon, voilà, voilà. Mais dans tous les cas, le mercredi 18h30, ça, c'est le rendez-vous chaque semaine. On en était où? Il a eu ainsi le sentiment d'être assigné à ce qu'il représentait et non à ce qu'il pensait. C'est la raison pour laquelle il a voulu faire une comédie sur un véritable quiproquo, tout en rappelant quand même qu'il y a très peu de fausses accusations dans les affaires de viol. Ah bah, merci beaucoup. Ah, tu vas voir, cette semaine, c'est une grosse semaine. Hein. Je crois que j'ai mis 4 films. Euh, donc, ouais, grosse semaine. Inspiration. Pour élaborer le mélange des genres, Michel Leclerc avait à l'esprit le grand blond avec une chaussure noire. L'histoire d'un homme qui se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. En outre, Michel Leclerc avait pour modèle dans son adolescence une masculinité douce comme Michel Berger et Alain Souchon, plutôt que viril comme Stallone ou Delon. La réponse à une tribune, le mélange des genres est une sorte de réponse à la tribune de Lola Lafont dans Libération, qui exhortait les hommes qui n'étaient pas des violeurs ni des agresseurs à prendre eux aussi la parole pour dénoncer la violence masculine et soutenir les femmes. Ça, bon, bah ça forcément, hein, oui. On va pas dire, bah non, mais nous, on est des mecs, on ferme notre gueule, allez-y, tapez sur les femmes. Michel Leclerc souhaite participer au débat, prendre la parole à travers son film, tout en temporisant cependant. Mais si les femmes ont besoin de notre soutien, d'entendre notre parole sur ces sujets, alors il faut accepter éventuellement que nous ne disions pas exactement ce qu'elles ont envie d'entendre, en particulier au sujet de cette peur que ressentent beaucoup d'hommes. Le choix d'un titre, le titre vient de l'amour de Michel Leclerc pour les changements de ton, les rebondissements, les films bavards et le bordel selon ses propos. Il revendique ainsi une hybridation artistique autant que dans la vie. Construire un personnage. Michel Leclerc et Baya Kasmi ont construit leur film autour du personnage de Simone, puisque c'est au contact des hardis, des haricots, on ne dit pas des haricots, donc des hardis, une association féministe qu'elle va se rendre compte de la toxicité de son mari et du patriarcat qui l'entoure, alors qu'elle critiquait auparavant les féministes. Rebondissement tardif. La fausse accusation de viol de Simone sur Paul intervient volontairement tardivement au tiers du film. La raison. Michel Leclerc souhaitait d'abord développer les deux personnages principaux et leur manière de penser, pour que le spectateur s'attache à eux séparément. À l'instinct, au moment d'élaborer le scénario du mélange des genres, Michel Leclerc et Baya Kasmi n'ont volontairement pas réfléchi à la gravité du sujet concernant les violences faites aux femmes. Ils ont voulu être imprudents comme le réalisateur l'explique. Quand nous avons écrit Le nom des gens, nous nous sommes dit avec Baya que nous ne pouvions pas faire un film qui dévoile à ce point nos familles. C'était très risqué pour nous, un risque intime. Pourquoi il parle du nom des gens, du coup? Là, on est au mélange des genres. Ils se sont bourrés dans le truc, là, c'est pas possible. Au cours du montage, ils ont malgré tout beaucoup réfléchi à certaines répliques des personnages qui pourraient choquer, mais souhaitant provoquer le débat, il a laissé les mots tels quels. Nous avons écrit le nom des gens. Ouais, y a un truc là qui va pas, mais...
Le pouvoir des fleurs. La présence des fleurs est très symbolique dans le mélange des genres. Julia Piaton, qui incarne la femme de Paul, jouée par Benjamin Laverne, reçoit chaque soir un bouquet de fleurs en tant que comédienne de théâtre. C'est son mari qui s'en occupe, symbolisant ce qu'il représente dans leur couple, mais à la fin, c'est Simone qui offre finalement un bouquet à Paul. Attention, c'est joli. Ultime réplique, la dernière phrase du film prononcée par Simone. Il n'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. Il va falloir apprendre aux femmes à aimer les doux, est tiré d'une citation de Nancy Houston. Un grand oui. Alors que Léa Drucker n'avait jamais travaillé avec Michel Leclerc, elle a immédiatement été séduite par le mélange des genres et a accepté le rôle de Simone. Ensemble, ils ont beaucoup discuté de son personnage et de la scène clé du film où elle accuse Paul de viol afin qu'elle demeure attachante malgré tout. Pour la première fois à l'écran, Vincent Delerme, qui collabore à la musique pour la seconde fois avec Michel Leclerc, fait également une apparition à l'écran pour la première fois de sa carrière. Ah ouais, tu es quoi comme tête, Vincent Delerme? Je sais même pas, il n'y a même pas de photo. Ah bah si, là. Ok. C'est lorsque le chanteur et compositeur a fait un post sur Instagram sur les hommes doux qu'il a décidé de lui confier la bande originale du film. De la réalité à la fiction, si Michel Leclerc avait beaucoup aimé travailler avec Judith Shelma sur le goût et les couleurs, il n'a pas été facile de lui proposer ce rôle compte tenu des violences qu'elle a subies de la part de son ex-compagnon. Cependant, la comédienne a accepté, mais a ajouté des éléments au scénario, comme le fait que les Hardy ne soient pas là que pour faire des conneries, mais qu'elles aient une utilité. Elle a donc rajouté cette scène où une femme menacée par son mari se rend à l'association où il y trouve une aide pour fuir son domicile. Voilà donc pour ce premier film, Le mélange des genres. En termes de presse, voyons voir vite fait. On est sur une bonne note, 3,2. L'Humanité, qu'est-ce qu'ils en disent? Avec sa comédie sur les violences sexistes et sexuelles mettant en parallèle un collectif féministe, une policière infiltrée et un homme déconstruit injustement accusé de viol, Michel Leclerc signe un film qui tacle avec gourmandise le patriarcat. Et ben c'est bien, avoir à lire, les copains d'avoir à lire, qu'est-ce qu'ils racontent? Un savoureux chamboule-tout qui s'amuse à confronter sans demi-mesure un groupe de féministes aussi maladroites que débridées à quelques irréductibles machos. Voilà, c'est une sélection, sélection orientée. Mais c'est assumé. Alors, on passe au film suivant. Film suivant, merci. Je sais pas pourquoi sur la première affiche, quand j'appuie sur le... Pourtant, c'est toujours le même timer. Mais quand j'appuie sur mon bouton, là, bah ça, sur la première affiche, ça marche pas, il faut que j'appuie 2 fois. La réparation de Régis Varnier, si le nom vous dit quelque chose, c'est que c'est le réalisateur de Indochine, entre autres, qui revient au cinéma, parce que il me semble que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de film. La réparation, on regarde la bande-annonce. Il y a 2 règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. Salut, papa. Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient? J'ai envie de me barrer. Fais pas ça. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. C'est une telle souffrance. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine et mon père. T'épuises pas à courir après des fantômes. Tu mets 2 hommes au monde. Ils me rendaient invincible. C'est ma fille, personne ne me la prendra, t'entends? Il m'attend, quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine de Diane Lian? Vous pensez comme moi? Le silence. C'est laisser une porte ouverte. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord avec le collègue Louis, mais je pense que moi, la veille, j'avais regardé Les Enfants Rouges, qui est un film très très dur, qui va sortir prochainement, non, c'est pas cette semaine, qui est un film très très dur, et du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh, c'est bien, c'est plus léger, il n'y a pas de meurtre, enfin, il n'y a pas de mort horrible. En plus, moi, tu me mets un petit thriller avec de la cuisine, voilà, moi, j'accroche, je dis oui. J'aime bien les films où ça cuisine.
Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit sur le film. Un retour au cinéma. Régis Varnier n'avait pas réalisé de film depuis près de 10 ans avant La Réparation. C'est un événement personnel qui l'a inspiré, la disparition inexpliquée d'un proche d'une famille qu'il connaissait. Il a observé les réactions de chaque membre en quête de vérité et d'acceptation du mystère. Ce thème l'a hanté et a ravivé son envie de cinéma, aboutissant à ce projet après une période où il était actif dans les festivals et commissions de soutien au cinéma. C'est un peu sombre, hop. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Un tournage entre la France et Taïwan. Si le film commence en France, son intrigue conduit l'héroïne Clara jusqu'à Taïwan. Régis Varnier. C'est pas facile à dire, Varnier. A d'abord pensé tourner en Chine, mais les contraintes administratives l'ont fait hésiter, tu m'étonnes. Il a aussi envisagé la Corée du Sud, mais Taïwan s'est imposé par la richesse de sa gastronomie et son atmosphère cinématographique. Dès son premier voyage, il a su que ce serait le bon choix et a pu s'appuyer sur l'expérience, j'ai perdu le de son producteur Julien Deris, qui avait déjà travaillé sur place. Haute gastronomie. Fasciné par la manière dont l'excellence devient une obsession chez les chefs, Varnier s'est immergé dans l'univers de la gastronomie. Il a collaboré avec le chef étoilé André Chiang, dont le restaurant Ro à Taipei a servi de décor. En France, les scènes culinaires ont été tournées au moulin de Rosmadec, s'il vous plaît. Un établissement breton à l'ambiance authentique. Clovis Cornillac et Julia de Nunez ont passé du temps en cuisine pour mieux comprendre le fonctionnement d'une brigade. Bon, Clovis Cornillac, en même temps, il a fait une série sur, où il était chef de restaurant, donc je pense qu'il connaît un petit peu quand même. Qui pour Clara? Régis Varnier a repéré Julia de Nunez dans la série Bardot, où elle incarnait le rôle-titre. Ce qui l'a séduit, ce n'est pas seulement sa ressemblance avec la star, mais son naturel et sa capacité à faire passer de nombreuses émotions sans artifice. Pour La Réparation, il lui fallait une actrice capable de retranscrire la transformation de Clara, d'une jeune femme brisée par un drame à une héroïne déterminée à affronter son passé. Le contraste entre ses apparences en France et à Taïwan reflète cette évolution. Clovis Cornillac, acteur impliqué, ça on le sait, je crois que dans tous les films où il joue, on nous dit. Régis Varnier voulait travailler avec Clovis Cornillac depuis longtemps. Ce dernier, également réalisateur, comprenait les enjeux d'un tournage et savait se montrer disponible pour l'équipe et ses partenaires de jeu. Sur le plateau, il était un repère pour Julia de Nunez et les techniciens, toujours prêts à apporter son expérience. Pour incarner un chef étoilé, il a étudié les gestes et le langage des cuisiniers, s'immergeant dans leur univers avec rigueur. Un film aux multiples genres. La Réparation est un mélange de thriller, de drame familial et de film de voyage. Régis Varnier n'a pas cherché à respecter un genre précis, préférant laisser l'histoire évoluer naturellement. La gastronomie joue un rôle clé, la mémoire du goût devient une piste pour l'enquête de Clara. En s'appuyant sur des saveurs et des techniques culinaires, elle reconstruit son passé et tente de comprendre la disparition de son père. Une équipe technique franco-taïwanaise. Sur le tournage à Taïwan, l'équipe française était volontairement réduite. Seuls 4 techniciens, dont le directeur de la photographie, Renaud Chassin, et l'ingénieur du son étaient présents. Varnier a collaboré avec des professionnels taïwanais ayant déjà travaillé avec de grands cinéastes locaux. Cette synergie a permis une efficacité maximale et une communication directe où chacun s'adaptait aux différences culturelles pour sublimer les images du film. Une esthétique soignée pour accompagner le récit. Le directeur de la photographie, Renaud Chassin, a travaillé avec Varnier pour construire une image à la fois élégante et évocatrice. Les lieux de tournage ont été choisis avec soin. Un grand hôtel de Taipei, un monastère en montagne, apportent une dimension à la fois mystérieuse et immersive au film. L'idée était d'illustrer le voyage intérieur de Clara en jouant sur la lumière et les contrastes, tout en capturant la beauté brute des décors naturels. Voilà, donc moi je vous ai dit, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on dit la presse? Ouh, c'est moyen. 2,7 sur 5, on est proche de la moyenne. Espérons, France Info Culture, espérons que cette belle réussite convaincra Régis Varnier de ne pas nous laisser encore 10 ans à attendre un nouveau film, effectivement. Le Figaro, entre thriller psychologique, conte de fées onirique et quête de soi, La Réparation ausculte tout autant l'univers de la gastronomie que la manière dont un enfant tente de faire un deuil impossible ou de gérer un pesant héritage familial.
Et je suis assez d'accord avec cette critique. Allez, on change d'ambiance là complètement, hein, avec Brian Coogler, qui nous avait réalisé Creed et Black Panther, qui revient pour Sinners. On ne sait pas trop comment le classer. Alors, est-ce qu'il a une interdiction déjà? Il est interdit aux moins de 12 ans et il est classé action, épouvante, horreur. Voilà, en gros, démerdez-vous avec ça. On regarde la bande-annonce. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Voilà, et essayez pas d'ouvrir les portes de cette manière. C'est pas le plus efficace. Et voilà, vous avez des pieds au pire, mais la tête, non, non, c'est pas, non, non, non. Voilà, moi j'avoue, je suis assez curieux de ce film. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ouais, la bande-annonce me botte bien, ça a l'air un peu bourrin. Donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Pas grand-chose. Une incursion dans le cinéma d'horreur, connu pour Creed, l'héritage de Rocky Balboa, ainsi que pour les deux films consacrés aux super-héros Marvel, Black Panther. Ryan Coogler s'essaie pour la première fois avec Sinners au genre horrifique. Pourtant, il est un grand fan de films d'horreur depuis son plus jeune âge. Ce qu'il aime dans ce genre, c'est qu'il cherche à toucher le grand public, tout en étant capable de donner naissance à des chefs-d'œuvre. Je crois que c'est parce que c'est un genre ancestral. La première histoire qu'on a racontée autour du feu était sans doute un récit horrifique. Il ajoute « Tous mes cinéastes préférés ont profondément marqué l'esprit des spectateurs, et le plus souvent, leurs films sont ceux qui finissent par être le plus atemporels. J'adore donc le genre horrifique depuis toujours. J'avais hâte de réaliser moi-même un film d'horreur un jour. » Une expérience collective en salle. Le premier souvenir de cinéma de Ryan Coogler remonte à l'époque où, assis dans une salle obscure remplie d'inconnus, j'étais absolument terrorisé par ce qui se déroulait à l'écran. Cette expérience collective où tous ensemble on ressentait à la fois horreur et plaisir m'a donné le sentiment d'être chez moi. Et c'est vrai que même si on ne voit pas les gens autour de nous, c'est quand même ça l'expérience du cinéma, de partager avec les autres spectateurs de la salle.
C'est pourquoi il espère pouvoir faire vivre cette expérience au public et avoir Sinners sur grand écran. Sinners est ma manière de témoigner de tout ce que j'aime dans l'expérience de la salle de cinéma, en tant que cinéphile et plus encore de l'expérience collective de la salle. Et ce film a été conçu pour être vu avec une foule d'inconnus autour de soi. Voilà donc pour ce film. Qu'est-ce que nous dit la presse? Oh, la presse. Oh, la presse est plutôt bonne. 3,3. Cinématiseur. Qu'est-ce qu'il dit, cinématiseur? Un film avec du fond, de la forme et des vampires. Voilà. C'est rapide. Même les fiches du cinéma. Pourtant, là, alors là, je suis surpris, parce que les fiches du cinéma, c'est pas du tout leur type de film. À la croisée des genres, Sinners est une lettre d'amour à la culture afro-américaine. Et autant une lettre d'amour, à la culture afro-américaine qu'une ode à la communauté au sens large. Avec ce nouvel essai audacieux et maîtrisé, Ryan Coogler démontre qu'il est bien plus qu'un artisan. Il est aussi un auteur. Ouais, après, Télérama, ouais, une audacieuse ode à la culture afro-américaine. Ils se sont pas mouillés. Mais du coup, une presse plutôt bonne, et ça, c'est cool, parce que c'est rare que sur des films comme ça, on ait des notes aussi hautes. Pas tout de suite. Ah, attends 2 secondes. Allez, on passe au film suivant, Rapide, dont on regarde la bande-annonce. Max Roland, j'ai jamais rencontré un pilote comme toi. Quand je vais vite, je me sens vivante. Mais sérieux, il s'est passé quoi? Pourquoi t'as arrêté? Promets-moi que tu rentres plus jamais dans un de ces engins. Je te promets. Hé Max, moi j'ai besoin de toi pour une livraison express. Son propriétaire attend depuis des mois. Enfin la voilà. T'as mis à les caisses? C'est parti? On n'a pas tous les jours la chance de se confronter à un vrai champion. Bon ok, 50 € la partie. 200 € de plus si je vous bats. Tu me plais toi. C'est parti. Bordel, c'est pas vrai! C'est qui toi? Je pilote plus. Oh, je suis la meilleure pilote de ma génération, mais je préfère bouder. C'est plus stylé. C'est ça ton pilote? Vous êtes bien une fille au moins? Pardon? Je te préviens, j'ai un titre à défendre. Il va falloir sérieusement s'entraîner. Ok. T'es prête? Bravo! Pardon, maman. Non, c'est incroyable de voir la batailler contre tous ces gars. Donc quoi, je suis toujours ton meilleur ennemi? Ma place, c'est sur la piste. C'est fini là. Quoi? Max, vous arrêtez immédiatement. Je veux pas un procès. Dans ce cas-là, je vais devoir trouver un bon avocat. Allez, défoncez, championne! Voilà, autant le film précédent me tente vraiment, autant celui-ci... pas plus que ça. Hein. Tac, qu'est-ce qu'on dit sur le film? Genèse, Morgan S. Dalibert a été contacté par Clément Misserez de la société de production Radar Film. Il existait déjà une version avancée du scénario de Rapide sur laquelle ce dernier avait travaillé avec David Moreau. Et j'aimais beaucoup cette idée de course automobile vue d'un point de vue féminin, d'autant qu'à cette époque je ne recevais que des scripts de polar, des films très masculins. Je savais que j'allais avoir la chance de prendre le temps de choisir le projet d'après, et celui-là a de suite retenu mon attention. Une histoire d'outsider avant tout, si Rapide mais enseigne une jeune femme dans un milieu d'hommes, le réalisateur ne considère pas pour autant qu'il s'agit d'un film féministe. Les enjeux de l'histoire auraient été les mêmes s'il s'était agi de celle d'un gamin pauvre, débarquant dans le milieu très riche de la F1. Je suis ravi de filmer une femme de cet univers, mais le fait que Max soit une femme n'est pas le cœur du film. Ce qui m'a plu, c'était de raconter l'histoire d'un outsider, quelqu'un qui n'est pas du sérail. L'univers de la course automobile. Morgan S. Dalibert regardait les retransmissions de course automobile à la télévision quand il était petit, mais s'est désintéressé de ce sport en grandissant, à l'exception du parcours de quelques grands sportifs comme Sébastien Loeb. Effectivement, il a eu tellement de victoires et de grands chelems que... En fait, je n'aime pas vraiment la vitesse, j'ai toujours considéré ça comme un danger avant tout, admet-il. C'est en passant en revue avec Alban Lenoir des sujets potentiels de futurs films que les deux hommes se sont mis à regarder la série documentaire Netflix Formula One, pilote de leur destin,
et on replongeait dans ce sport comme le raconte le réalisateur. Nous sommes tous les deux très fans des jeux vidéo, notamment un où chacun a la possibilité d'avoir sa voiture de course dans des écuries rivales. En plus, on venait de faire balle perdue. Alban était devenu pote avec Esteban Ocon, le pilote de F1 français, via les réseaux sociaux. Bref, on sentait qu'il y avait un truc, que c'était le moment. Une collaboration et amitié longue de 20 ans. Alban Lenoir a joué dans tous les longs métrages de Morgan S. Dalibert des Nouveaux Mondes en 2005. Ce dernier se remémore cette époque. Alban est tombé sur l'annonce du casting sans vraiment y croire, et il a passé les essais alors que je n'étais pas là. Mes co-réalisateurs m'ont appelé en me disant qu'ils avaient vu un mec génial, et m'ont envoyé la vidéo. Et là, j'ai trouvé Alban horrible, nul, ne sachant pas son texte et ne parlant pas anglais. Il me faisait rire, mais je n'en voulais pas pour le film. Mathieu et Thibault ont fini par me convaincre, et nous sommes donc tous partis aux USA. C'est là que nous nous sommes découverts avec Alban, et en effet, je le considère aujourd'hui comme mon grand frère. Les deux hommes ont aussi collaboré sur la série de Simon Astier, HeroCorp, très bonne série, où Dalibert était chef opérateur. Le réalisateur se réjouit de permettre à l'acteur de renouer avec le registre comique. J'avais très envie de le retrouver dans ce registre, ce que permettait le personnage de Stan. Nous l'avons donc développé pour en faire un type plutôt haut en couleur, et je trouve qu'il apporte un second souffle original au récit. Alban Lenoir renchérit, moi je viens de HeroCorp, de Kaamelott, de Lazy Company ou des Gamins, donc de la pure comédie. J'adore cette idée de faire rire le spectateur tout en étant très sincère. Je descends trop vite et très premier degré avec ce côté scolaire que j'ai pu perdre petit à petit dans le cinéma d'action. Préparation. Le réalisateur a eu à cœur de se documenter sur le milieu de la course automobile. Il a collaboré étroitement avec l'écurie française de Formule 1 Alpine, qui est partenaire du film, et dont l'académie de pilotes met justement en avant les femmes, ainsi qu'avec la Winfield Racing School, une académie française de pilotage. C'est vrai que ça se voit que c'est français. Winfield Racing School. Moi, tu me demandes, je dis oui, c'est à côté de Paris, ça. Il est allé aussi à la rencontre de plusieurs pilotes femmes, comme Lisa Billard, Sophia Floersch, ou encore Abby Pulling, qui a remporté le championnat 2024 de F1 Academy. Il précise « Je me suis aussi intéressé au karting où les filles se challengent vraiment avec les garçons. Cela m'a permis de mieux comprendre les envies de gagner, l'engagement de ces jeunes femmes. Le fait de s'illustrer dans un monde d'hommes n'est absolument pas le sujet pour elles. Ce qui leur plaît, c'est la vitesse, la compétition et la rage de gagner. » Filmer la F1. Morgan S. Dalibert voulait proposer un point de vue différent de ce qui a déjà été fait et a choisi de filmer le Grand Prix presque entièrement depuis les stands. Les films consacrés à la F1 sont rares en France, donc il y avait peu de références sur lesquelles s'appuyer. Il rappelle qu'il s'agit d'un sport extrêmement complexe à filmer. C'est vraiment difficile d'accrocher des caméras sur les véhicules ou de s'adapter à leur vitesse tout en imaginant des mouvements chorégraphiés. Il précise « Pour la course finale, j'ai fait réaliser une animatique très précise avec toutes mes envies, mais aussi des extraits de vraies courses iconiques, notamment des départs incroyables où des pilotes qui partent en bout de grille parviennent à remonter 10 places en un tour. Ça ne doit pas arriver souvent quand même, ça. Quant aux cascades les plus classiques, elles étaient réalisées par l'équipe du coordinateur des cascades, David Julien, fils du cascadeur Rémi Julien. J'étais en train de chercher le prénom. L'actrice principale, à l'origine influenceuse, Paola Locatelli, a fait ses débuts d'actrice dans les séries Cher Tendre et Jusqu'ici tout va bien, ainsi que dans une relecture moderne pour Netflix des Liaisons dangereuses. Le réalisateur ne la connaissait pas et l'a découvert durant ses essais. C'est un rôle pas si évident que cela, celui d'une jeune fille en réaction constante par rapport à ce qu'elle vit, et on peut assez vite tomber dans la caricature de l'ado détestable. Paola joue sur ce fil-là, et elle y amène son côté scolaire en créant une véritable empathie vis-à-vis de Max. Il y avait sans doute une sorte de challenge du côté de la production à miser sur quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves au cinéma et qui n'entre pas dans les cases classiques. Pour la jeune femme, il s'agit d'un rêve devenu réalité. J'aimerais faire de plus en plus de films, mais aussi apprendre ce métier, prendre des cours, rencontrer celles et ceux qui le font pour encore m'améliorer. Le cinéma, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. J'y suis arrivé un peu par hasard en étant d'abord influenceuse, mais je n'y avais aucun contact, puisque mes parents ne sont pas du tout issus de ce monde artistique.
Dans Rapide, Alban Lenoir aborde une moustache pour laquelle le réalisateur s'est battu. Il a voulu sa moustache. Morganès Dalibert avait déjà tenté de lui en faire porter une dans Aka en vain. Il confie, grâce à une formidable spécialiste des postiches, nous avons trouvé la bonne moustache pour Stan, car en même temps que le nôtre, Alban tournait son prochain film Les Orphelins pour Gaumont, dans lequel il doit être rasé de près et porter un catogan. Sans cela question coiffure, j'aurais encore accentué son côté méché. Voilà. Et alors pourquoi c'était important qu'il ait une moustache? Bah ça, il faut aller voir, peut-être voir le film. Est-ce que ça répondra à la question? Je ne pense pas. Mais bon, il était important qu'il ait une moustache. On passe au film suivant. Jean-Pierre Améris qui revient, spécialiste des comédies un peu familiales, où il explore les relations amoureuses. Jean-Pierre Améris, il aime bien ça. Et Mon Nous Vivant, on regarde la bande-annonce. Place 77, pas de voisin, comme thème. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais non! Non. Antoine, tout ça? Non. J'ai votre visage tatoué dans le dos. Mais non. Mais j'aimerais vous dire à quel point je vous aime depuis toujours. Moi, j'aimerais bien être tranquille. Oh, j'adore votre voix. Bienvenue en Suisse, monsieur Toussaint. Vous me déposez dans le centre. Ma fille se marie demain. Maman, ne me gâche pas cette journée. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange, même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. Vous voulez pas venir avec moi au mariage? Je voudrais revenir dans la vie de ma fille, au bras d'Antoine Toussaint. T'es très belle, quoi. Comme une envie de rêver. Le seul ami qui me reste, c'est mon manager. Pratique pour ça, la célébrité. Personne ne voit que t'es en train de rater ta vie. T'intéresses pas assez aux autres, et c'est pour ça que t'es malheureux, Antoine. Un petit sourire. Aimons-nous vivants. L'important, c'est vous. Constant, Sébastien. Baptiste. Baptiste. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Yes! On me reproche toujours d'en faire trop. T'es un soleil. Mais non. Mais si. Ah la vache, elle est froide. Toute ma vie, j'ai eu peur que ça s'arrête. C'est un cadeau, tu vois, que je n'attendais plus. Aimons-nous vivants. Et ben voilà. Bon, c'est pas la comédie de l'année, mais ça va se laisser regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. Jean-Pierre Améris a eu l'idée du film en remplissant son dossier de retraite, craignant de ne plus pouvoir faire de cinéma. Cette peur existentielle est devenue le cœur du film. En échangeant avec Marion autour de cette question, petit à petit, l'idée du film s'est formée. C'est un vrai postulat de comédie classique, c'est-à-dire que d'un fait tragique, on fait une comédie. La comédie, c'est toujours un inversé de désespoir, c'est prendre des choses tragiques par le biais de l'humour. Cela permet de dire les choses sans pathos tout en tordant le cou au tragique, c'est pour cela que j'aime les comédies. Elles permettent d'aborder des sujets graves tout en offrant aux spectateurs une espèce de joie qui les rend heureux. C'est ce que j'admire chez Billy Wilder par exemple. Dans ses films, le postulat est souvent sombre et mélancolique, mais il réussit à nous faire rire. Un road movie ferroviaire influencé par Truffaut. Dès le début de l'écriture, l'idée de situer l'histoire principalement dans un train a émergé. Améris voulait inscrire son film dans la tradition du road movie ferroviaire. Il y a une tradition. Un genre apprécié par François Truffaut. L'idée que le destin d'un personnage bascule au cours d'un voyage en train était un moteur narratif fort. En plus de son potentiel dramatique et comique, le train symbolise ici la trajectoire de la vie du personnage principal, un trajet vers la mort qui prend un détour inattendu. Une alchimie évidente entre... Je sais pas. Le choix du duo d'acteurs a été une évidence dès le début. Voilà, entre les acteurs. Améris voulait un acteur qui soit aussi chanteur pour incarner Antoine Toussaint. Il a immédiatement pensé à Gérard Darmon. Pour le rôle de Victoire, son choix s'est porté sur Valérie Lemercier pour son humour et son excentricité. Le réalisateur a envoyé le scénario aux deux acteurs en même temps et leur réaction a été immédiate. Un film lumineux et coloré, c'est à peu près ce qu'il fait toujours. Jean-Pierre Améris voulait une mise en scène qui contraste avec la mélancolie du personnage principal. Il a choisi des décors et des costumes vifs pour créer une atmosphère joyeuse et éclatante. Je voulais un décor qui soit gai, coloré, que cela finisse par exploser aux yeux de ce chanteur revenu de tout,
qui n'a plus envie de regarder ce qui l'entoure. La direction artistique a été particulièrement travaillée pour accentuer l'effet de fable et éviter le naturalisme, en renforçant ainsi la tonalité comique du film. La chanson Mambo Italiano joue un rôle clé dans le film. Elle provient d'un album de Gérard Darmon sorti dans les années 2000. Le réalisateur, fan de Dean Martin, a voulu intégrer cette chanson pour son énergie communicative. J'adorais cette chanson à l'origine chantée par Dean Martin, que j'adore. L'avantage, c'est que dès le début, en le voyant l'interpréter, on sait qu'on entre en fantaisie. Mais pour le personnage d'Antoine Toussaint, ce tube est un fardeau. Il est constamment ramené à cette chanson qui semble définir toute sa carrière. Retrouvailles. Gérard Darmon et Valérie Lemercier avaient tourné ensemble dans la comédie Bienvenue à bord en 2011. C'est quoi ça? Oh putain, du boss. Je me rappelle pas de ce film. L'actrice se rappelle. Ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il joue vraiment avec ses partenaires. Il est très poreux. On joue dans ses yeux. Il invente sans cesse, propose des choses différentes à chaque prise. Et puis il adore me faire rire, ce qui est une très bonne base pour démarrer la journée. On répétait notre texte ensemble. J'arrivais dans sa loge avec ma théière. On se faisait des italiennes jusqu'à ce qu'on puisse être vraiment à l'aise pour s'ébrouer dans les scènes. Un costume improvisé. Valérie Lemercier devait initialement porter une robe vintage uniquement pour une scène d'essayage. Mais le réalisateur a trouvé qu'elle correspondait parfaitement au personnage. Finalement, elle l'a portée tout au long du film. J'avais apporté une de mes robes vintage qui devait apparaître brièvement dans une scène d'essayage, et finalement, on a décidé que ce serait celle-là que je porterais dans tout le film. Voilà donc pour ce film. Je sais pas, la presse, là, ouais, mitigée, hein. On est à 2,5. Il n'y a que Closer qui a adoré, et ils font... ouais, voilà. J'adore les critiques comme ça, un extraordinaire road trip émotionnel. Bon, bah c'est succinct, hein. Sud-Ouest a bien aimé Le Parisien, Public, et après on passe tout de suite à 3. Je suis en train de chercher des journaux que j'aime bien, mais ouais, non, en fait, bah déjà les journaux que j'aime bien, je crois qu'ils n'ont pas vu le film. Les Inrocks, qu'est-ce qu'ils... Oh, les Inrocks, ils l'ont mis une étoile, c'est tout. Et Mon Nous Vivant est empreint d'une criante paresse, pour ne pas dire d'un authentique torchage, que trahit sa négligence grossière des détails et des trous de l'écriture. Le personnage n'a pas été réfléchi plus de 10 secondes. Ouh, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, après, Améris, la presse l'a jamais vraiment encensé, et pourtant il est toujours là, il nous fait toujours des comédies, donc bon, faut pas non plus... Voilà, il y a la presse qui aime bien se prendre la tête et avoir des films de réflexion, mais des comédies légères, c'est pas mal non plus des fois. Allez, on passe au film suivant. Vous remarquerez que ce n'est pas l'affiche du film, puisqu'elle n'est pas Twitch-friendly. Le film s'appelle Oksana. Il me semble d'ailleurs que c'est le nom de... Voilà. Ukraine 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions. Slogan peint sur le corps, couronne de fleurs dans les cheveux contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour le droit des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. Vous l'avez compris, la bande-annonce, on l'aura en mode audio, et on n'aura pas la vidéo, parce qu'effectivement, voilà. Poitrine sur Twitch, oulala. Allez, on écoute ça. Я хочу быть свободной. Чтобы мы все были свободны. Чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. Ми напишемо гасла на наших грудях. Це занадто інтимно. Ти хочеш змінити світ чи ні? Наші груди. Наша зброя. Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми – Vous êtes arrivé en France quand? En 2013. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? On était en danger là-bas. C'est-à-dire?
Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste. Революция? Революция. Поворачивайся. Путин, тиран! Je donnais ma vie à Femen. Voilà, effectivement, elle avait quand même failli mourir au cours de certaines actions. Alors, et j'ai réalisé pendant la bande-annonce que c'était la même réalisatrice qui a fait Slalom. C'est un très beau film sur le viol dans le milieu du sport, en particulier dans le milieu du ski compétitif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Pas grand-chose. Oksana revient sur le parcours d'Oksana Stachko, révolutionnaire et militante ukrainienne décédée à Montrouge le 23 juillet 2018 à l'âge de 31 ans. Passionnée par l'art, elle a utilisé son corps à des fins politiques afin de faire passer différents messages autour de la précarité, du féminisme, du consumérisme ou encore de la corruption. La naissance d'un mouvement, Oksana Stachko, je me rappelais pas qu'elle était morte, dis donc, est à l'origine du mouvement des Femen, alors qu'elle fonde en 2008 avec deux autres femmes, Anna Ustol et Alexandra Shevchenko. Politique, féministe et artistique, comme il se revendique, le mouvement se distingue par plusieurs actions fortes, comme le fait de dévoiler sa poitrine, un geste symbolique qui apparaît pour la première fois en 2009 lors d'une manifestation du collectif à Kiev, en Ukraine. Effet de miroir, deuxième long métrage. Le deuxième long métrage de Charlène Favier, putain, ils oublient des lettres, ils oublient des mots, c'est n'importe quoi. Oksana est aussi inspirée de la vie de la cinéaste. Comme son personnage, la réalisatrice a connu une adolescence mouvementée avec des phases d'autodestruction et des découvertes initiatiques. En outre, à l'instar d'Oksana, Charlène Favier a également connu plusieurs proches qui se sont suicidés. Et le dernier chapitre, un ultime message. Avant de se suicider, Oksana Stachko avait publié un dernier message sur Instagram, You are fake, en français vous êtes faux. Pour mettre ses paroles à l'écran, la réalisatrice est partie d'une photo de la militante lors de la manif pour tous à Paris, où elle apparaissait avec le corps entièrement peint. La cinéaste a choisi de réinventer ce moment en imaginant l'intimité de cet instant pour en faire une scène majeure du film, mêlant la révolte et le désespoir. Voilà donc ce qu'on nous dit. Alors, la presse, qu'est-ce qu'elle dit? 3,1, plutôt bien. France Info, culture, réalisme et émotion dominent le film porté par l'interprétation remarquable d'Albina Korse, elle-même ukrainienne. L'humanité. La réalisatrice filme la révolte comme une pulsion de vie dans un portrait touchant et mélancolique de l'une des fondatrices des Femen. Les fiches du cinéma après Slalom, la réalisatrice signe une œuvre féministe passionnante dans laquelle l'art, la révolte et la fragilité humaine s'entrelacent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir à lire? Pas trop accroché. Ouais, voilà. Bon. Mais en tout cas, il y a quand même une note moyenne de 3,1, ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez, on part en Thaïlande avec ce film, il me semble. Thaïlande, je crois. Avec des noms pareils, c'est thaïlandais. Ouais, c'est ça, Thaïlande. Là, je n'ai pas regardé, parce que ça, c'est aussi du domaine du possible. Par contre, Oksana, c'est bien possible qu'il y ait une interdiction. Non, non, c'est bon, il n'y a pas d'interdiction sur Oksana. Donc, on revient à comment devenir riche grâce à sa grand-mère. On regarde l'abondance. มาเชงเม้งน่ะนะเห็นเอาแต่เล่นเกมนั่นแหละมาลงมาเดี๋ยวล้มลงมาเฮ้ยมาบายมา ว่าเคยได้ยินแต่ลูกต้องดูแลแม่
แม่ฉันป่วยไงก็ต้องดูแลหน่อยไหม พี่ม้าหวังอะไรวะเนี่ย เฮียเห็นอาม่าเป็นต้นทุนใช่ปะงั้นเฮียลองจัดอันดับได้ปะว่าตอนนี้มาละใครสุดอะ อันดับหนึ่งก็ไม่กูเคียงก็อูซอยแหละ เป็นที่3ก็ไม่ได้อะไรหรอกว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการจริงๆแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรเวลาเว้ยเฮีย มา นี่พวกมึงมาทำไมกันแน่เนี่ย คิดถึง ถ้ากูไม่เป็นอะไรนะพวกมึงก็ไม่ต้องมา มีหลานมาดูแลเนี่ยนะ น่าอิจฉามาก ใช่ มึงก็หวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหม แล้วก็นี่คือค่าเหนื่อยที่เอ็มอุตส่าห์ดูแลม่ามาหลายเดือน แต่ที่เราทำอยู่อ่ะมันผิดไหมวะ เราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข อาม่าเหงาเนี่ยอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปี แต่กูก็อยู่ของกูอย่างนี้แหละมึงเช็ดช่องน้ำให้กูด้วยเดี๋ยว เฮ้ยมาทำไร ก็มาดิ ตอนเด็กที่เอ็มอยู่ที่เนี่ยม่าดูแลเอ็มตั้งหลายปี ถึงตาเอ็มดูแลม่าบ้างเล่า มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะ Très joli film. Plein d'émotions, tout en simplicité. Vraiment, vraiment chouette. Alors attendez. Pour ce film, parce qu'on ne dit pas grand-chose, mais j'ai été chercher un petit peu dans les dossiers de presse, interviews, tout ça. C'est un film qui a très bien marché à l'étranger. Et pour un film thaïlandais qui a énormément tourné dans beaucoup de pays. Même s'il s'agit d'une fiction, le film parle d'une réalité en Thaïlande au sujet du lien entre les enfants et les grands-parents. En effet, lorsque les parents travaillent, ce sont souvent les grands-parents qui s'occupent des enfants. Bon, ça c'est un peu international. Dès lors, les enfants passent une bonne partie de leur enfance avec leur grand-mère. L'argent est l'un des enjeux du film. En Thaïlande, la question de l'argent est centrale puisqu'il est assez compliqué de dissocier complètement les relations familiales des questions financières. Dans le film, le réalisateur a utilisé l'argent comme un dénominateur commun, car il permet de réunir la famille tout en révélant les véritables intentions de chacun. Et aussi bien le personnage de... Enfin, il y a une réelle complicité qui se crée entre ces deux personnages-là qu'on voit sur l'affiche. Et voilà, vraiment chouette. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus en fait. C'est un bon film. Voilà, on va résumer comme ça. Plein de bonnes émotions et qui fait rire et pleurer en même temps. Effectivement, comme c'est dit en haut de l'affiche. Allez, on change d'ambiance. On n'a même pas regardé la presse, dites donc. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit la presse sur J'espère qu'ils ont aimé quand même. Critique presse. 3,3. Ah ouais, pas plus. France Info avec son film Pat, Bounity Pat, injecte un peu d'humanité dans une société anesthésiée qui se désintéresse sans vergogne du sort de ses aînés. Une piqûre de rappel nécessaire réalisée avec une sensibilité naturelle. Les fiches, une satire percutante sur la place que prend l'argent dans les relations familiales. Avoir à lire. Un film émouvant mettant en lumière le sens de la famille à travers l'amour sincère entre un petit-fils et sa grand-mère à découvrir en famille. Ce film rappelle l'importance de prendre soin de ses proches, effectivement. Télérama a trouvé sirupeux. Et le monde n'a pas aimé. En même temps, le monde... Hein. Voilà, donc on passe à Lettre sicilienne dont on regarde la bande-annonce. Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma che lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Non sei più preside, Catello. Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria. Sei morto.
come tuo amico Don Gaetano. Io sono una vittima, io sono innocente. Rischi. Siete dei servizi. L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlioccio, Palupo. Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo. Scrivo. Non più di un foglio. Il padre era tutto per lui e ora l'ha perso. Questo è il suo unico punto debole. Di quello che ti dico e che facciamo, vuole parlare con molto. La situazione è troppo rischiosa. Nessuno deve sapere che tu hai ricevuto questa lettera. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere spiritoso, no. Voilà pour ce film. Pareil, j'ai été chercher des petits éléments. Les réalisateurs Fabio Grassadonia et Antonio Piazza ont déjà fait des films sur la mafia. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté? À l'instar de Sicilian Ghost Story, qui s'inspirait d'un fait divers, Lettre sicilienne parle d'une personne qui a réellement existé, Matteo Messina Denaro, tout en s'appuyant sur ses courriers qui donnent au film son titre. Surnommé Diabolique. Bon, en même temps, c'est parrain de la mafia. On va pas l'appeler gentillet. Ou le dernier parrain, Messina Denaro, a été l'un des derniers grands chefs mafieux, malgré plusieurs décennies à vivre dans la clandestinité. Né le 26 avril 1962 à Castelvetrano, il fut l'une des grandes figures de la mafia sicilienne Cosa Nostra, qui inspira la mythique saga du parrain de Francis Ford Coppola. Pour Antonio Piazza, son histoire est la définition même de la cruelle absurdité de ces années. C'est la page la plus sombre de l'histoire de l'Italie, car Messina Denaro a été recherché pendant 30 ans. Même s'il était très intelligent, différent des autres types de chefs mafieux, une personne activement recherchée ne peut l'être aussi longtemps sans bénéficier de protection, notamment de ceux que l'on pourrait appeler les locaux serviteurs de la nation, en particulier la police et les services secrets. Le film n'est pas un biopic, mais s'inspire toutefois de la vérité, comme la correspondance de 2004 à 2006 entre Messina Denaro et l'ancien maire de son village, qui avait été approché par les services secrets pour le coincer. Les réalisateurs ont commencé à écrire Lettre sicilienne à partir de cette correspondance, tout en ajoutant des éléments inspirés de faits réels. Voilà donc pour ce film. On passe au film suivant, on rechange d'ambiance toxique, on regarde la bande-annonce. Hi, my name is Maria. I am 1.77 m. My favorite color is pink and I love dogs. My name is Kristina. I'm 13 years old and I love basketball. Pas mus greitai toks renginys vyks, labai svarbus. Atvažiuoja agentai iš pasaulinio lygio organizacijų ir aš labai džiaugiuosi, kad tu dabar pas mus atėjai. Koks iš jos modelis, taigi jinai šluba. Padaryk viską, kad matosi, gerai? Kas čia? Tik spinečia padaryti. Aš noriu paprašyti pinigų po fotosesijos. Tai sutartyje yra parašyta, kad iš pradžių jinai atidirba skolą. Nu tu ateini, padarai masažą ir pasiemi 200 iš karto. Žiauriai graži esi. Mes tave iš karto atrinksim. Ir varysi tu Japoniją, ten nežinau, Koreją, ar kažkur.
effectivement, t'es chef de mafia, tu te fais appeler Coco Lastico. Pas sûr que ta crédibilité tienne longtemps. C'est bon. Toxique, laissez-moi vérifier. Donc, film lituanien. Lituanien, oui, c'est ça. Interdit au moins de 12 ans avec avertissement, parce qu'effectivement, ces filles, pour se faire accepter comme mannequins, c'est des filles qui ont 13 ans, quoi. C'est tout ce qu'elles sont capables de se faire vomir, de pas manger, d'ingérer un verre solitaire. Enfin, c'est vraiment... Mais en même temps, c'est intéressant. Je pense que si vous avez quelqu'un dans une jeune... enfin, des jeunes dans votre entourage qui veulent devenir mannequin, enfin, faut leur montrer ça pour voir la limite un petit peu, pour pouvoir discuter de la limite, jusqu'où aller quand même. Qu'est-ce que j'ai noté sur le film? À l'origine du film se trouve l'envie de Solé Bliuvalté de mettre en scène des préadolescentes et leur rapport au corps. C'est un âge intéressant car ces filles se situent quelque part entre l'enfance et l'adolescence. D'un autre côté, je suis passionné par le corps humain et notamment celui des filles et des femmes. À 13 ans, entre ces deux âges, selon comment tu te regardes, il y a des choses qui sont projetées sur ton corps. Elle avait aussi une image en tête, celle de deux filles dans un paysage déserté et industriel, aux tenues et aux aspirations en opposition avec ce lieu gris et terne. La réalisatrice craignait que ces scènes intenses du scénario soient difficiles à filmer pour les jeunes actrices. Elle avait même peur de représenter ces scènes lors du casting pour ne pas rebuter les candidates. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Ainsi, elle a d'abord rencontré les parents de Vesta Matulit et Yeva Rupeket. Leur a fait lire à toutes et tous le scénario pour ensuite discuter de l'importance de ces séquences dans le récit. Elle raconte: j'ai eu beaucoup de chance parce que les parents de ces filles ont aussi compris le message et leur nécessité. Les filles étaient nerveuses et effrayées, ce qui est normal, mais elles ont compris rapidement. Ce sont des scènes difficiles pour des comédiens professionnels et c'était la première fois qu'elles allaient être sur un plateau devant une caméra. Et donc oui, pour des premiers rôles, elles ont pris des rôles pas simples. Allez, un petit peu de légèreté au milieu de tous ces films de brut. Animaux rigolos. On regarde la bande-annonce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'était tout mignon, à partir de 3 ans, pour faire découvrir l'expérience du cinéma. On parlait d'expérience de cinéma tout à l'heure avec Sinners, pour faire découvrir l'expérience du cinéma aux tout petits. C'est vraiment des films qui sont... C'est vraiment l'idéal. Mais comme ça permet aux enfants, à partir de 3 ans, d'appréhender la lumière qui s'éteint, l'écran qui s'illumine, et puis des personnages qui parlent. Donc vraiment, à chaque fois, toujours un très gros travail de la part des réalisateurs et des équipes de distribution. Là, en l'occurrence, vous le voyez sur le haut de l'affiche, c'est GBK. Et donc, si jamais vous allez voir le film avec vos enfants, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Ils mettent toujours à disposition des éléments pour continuer l'aventure du film après le film. Allez,
On change d'ambiance avec Harvest, dont on regarde la bande-annonce. Assez particulier quand même, hein. Moi, j'avoue, dire, mais j'ai pas réussi à aller au bout. C'est trop barré, trop. Enfin, j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à rentrer dedans, ça m'arrive pas souvent. Mais là, j'avoue que j'ai coupé en cours, j'étais à la moitié. Il y a des moments, je regardais voir si le lecteur n'avait pas planté tellement ça bougeait pas. C'est dur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que des fois, ça me donnerait ce qu'on nous donne comme élément pour essayer de comprendre le film? Est-ce que ça me donnera envie de voir la deuxième moitié? Je ne sais pas, on va voir. Harvest a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise, au Festival international du film de Toronto et au New York Film Festival en 2024. Harvest est l'adaptation du roman éponyme de Jim Grace, sorti en 2013. Production 4 étoiles. Le film est produit par 16 Films, la société de production de Ken Loach et Rebecca O'Brien. Ah, quand même. Le choix d'une réalisatrice. Très vite, la productrice et scénariste Jocelyn Barnes a opté pour Atina Rachel Tsangari, qui avait déjà réalisé les longs métrages Chevalier et Attenberg, ça ne me dit rien du tout, récompensée à Venise en 2010. Elle justifie ainsi son choix. Tout d'abord, elle est issue d'une famille d'agriculteurs, ok, et s'est toujours profondément intéressée au mouvement de travailleurs. Par sa culture et sa nationalité grecque, Atina a de fait un point de vue spécifique sur le capitalisme néolibéral et l'histoire économique parsemée de plans d'austérité. Ça, effectivement, on ne peut pas lui enlever ça. Parce qu'en Grèce, ils ont bouffé cher. Ils continuent d'ailleurs, je pense. Nouveau western, c'est juste qu'on en parle moins. Si le livre se déroule entre le XVIe et XVIIe siècle dans la campagne anglaise, Atina Rachel Tsangari a voulu brouiller davantage dans le film les repères dans le temps et faire de Harvest une relecture de western. Alors c'est peut-être là, moi, où ça commence à me perdre, hein, parce que, bon. Tournage ouvert, le livre se déroule dans la campagne anglaise, mais le film a été tourné en Écosse. Ça va, c'est pas trop loin non plus. Précisément à Inverlonan, sur les berges du Loch Ness. Un hameau reclus, idéal pour abriter les décors de Harvest. D'ailleurs, après le tournage, la nature a repris ses droits. Contrainte filmique, le propriétaire des terres où a eu lieu le tournage a voulu repeupler l'endroit de plantes endémiques. Il a donc fallu à l'équipe de s'adapter à ces contraintes en bouclant le tournage dans un temps imparti pour ne pas impacter l'ultime récolte du terrain. Anachronisme assumé, Atina Rachel Tsangari n'a pas souhaité avoir un réalisme historique à toute épreuve dans Harvest, incluant dans les dialogues des phrases modernes. Pour autant, les acteurs ont tous été formés à des activités de villageois de l'époque par un souci de crédibilité. Ils ont donc été entraînés à l'art de la poterie, de la vannerie, de la civrerie ou au tissage. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que... Ouais,
Les anachronismes m'ont peut-être aussi sorti du film, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, mais non, ils peuvent pas être habillés comme ça, ou les phrases, effectivement, mais dans le même temps, ils cherchent un souci de vérité en les entraînant, voilà, enfin, voilà, ça m'a sorti du film, j'ai pas... Professionnels et néophytes, les interprètes principaux sont des acteurs professionnels comme Caleb Landry Jones, Frank Dillon ou Harry Melling, pardon, de nombreux rôles sont campés par les locaux non professionnels. Acteur et compositeur, Caleb Landry Jones incarne le personnage principal de Harvest, mais il a également participé à la bande originale du film puisqu'il est aussi musicien. Place à l'intro. Le scénario a été coécrit par Jocelyn Barnes et Atina Rachel Tsangari. Toutefois, sur le tournage, la réalisatrice a laissé une grande liberté d'improvisation aux acteurs, comme elle le raconte. Il y a bien un scénario que j'ai écrit, mais je ne me rappelle jamais des répliques comme si elles n'étaient pas vraiment importantes. Elles servent de structure avant tout, une structure par laquelle peuvent advenir le sens et l'émotion. Plus les acteurs s'approprient leur texte, plus je suis satisfaite. Elle leur a simplement demandé de respecter le rythme, le lyrique du roman de Trace. Et pour finir, caméra sensorielle, Sean Price Williams, le directeur de la photographie, a travaillé au plus près des acteurs pour créer une image organique. Pour renforcer cette sensorialité, il a fait appel à des lumières naturelles comme la bougie, les torches ou les rayons de soleil à travers les fenêtres. En revanche, pour exclure tout aspect naturaliste, le directeur de la photographie a utilisé des vieilles lentilles et d'anciens revêtements optiques. Voilà. Alors, voyons voir la presse. Là, pour celui-là, je suis vraiment curieux. 3,3. Ah ouais, quand même. Hein. Libération, c'est plastiquement stupéfiant. Le Super 16 argentique. Sean Price Williams, chef-op notable d'Alex Ross Perry et des frères Sadfi, et auteur de The Sweetest, accomplit des miracles de scintillement et de couleurs. Au récit aligné, le film préfère le temps circulaire de la boisson saisonnière, cette unité, ce rite, ce cycle du labeur avant la délivrance. Bande à part, mais aussi un film étranger troublant, une élégie, qui nous traverse par sa beauté pure, comme si l'on humait la douce odeur des foins, comme si l'on sentait la douce caresse de la lumière. Oui, bah, moi je suis pas... peut-être passé à côté, hein, j'étais peut-être fatigué ce jour-là, je sais pas. Le film déploie son rôle critiquart, déploie son récit comme un tableau de Bruegel animé, chaque plan compose... Oui, ça par contre, j'ai pas été au bout, mais on voit quand même... d'ailleurs, ils ont fait l'affiche dans ce sens-là. Il y a des plans qui font vraiment penser à des tableaux. Chaque plan comporte une vision pastorale aux couleurs vibrantes et acidulées, mais bientôt menacée par une ombre grandissante. Ouais, donc somme toute, les gens ont plutôt aimé. Bon, bah écoutez, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Allez, on passe au film suivant, qui est un documentaire. Ceci n'est pas une guerre. On regarde la bande-annonce. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes? C'est un film burlesque qui parle de choses fragiles. Tragique. C'est un documentaire qui rendrait jalouse la fiction. C'est un film qui se passe en 2020 et en 1942. C'est la promenade d'un fantôme inquiet dans un Paris de transfiction. C'était quoi? C'est transfiction? Science-fiction. Ce film parle de pizza, effectivement, parce qu'à un moment donné, il y a une scène de pizza. Ah, vous m'en rien. Mais ce film aussi parle de décès. Allô, c'est ta maman? Tu sais, je suis un peu à l'étroit dans mon urne. Tu peux me sortir de là? C'est un film qui, une minute est triste, une minute joyeuse. Une minute triste, une minute joyeuse. La direction où on a été, il faut aller exactement dans le sens inverse. Il faut aller dans le mur. Finalement, vous avez de l'humour, de la rigolade, de la tristesse et du mouvement. En fait, on essaie de faire une bande-annonce. Oui, mais pour annoncer quoi? C'est parfait. La bande-annonce est vraiment comme le film.
Parce qu'en fait, c'est un documentaire où ça se passe pendant le Covid, pendant le confinement à Paris. Et donc, il sort pour essayer de discuter avec les gens, d'essayer de se retrouver, de garder un lien social. Et c'est un peu foutraque, et la bande-annonce, c'est exactement pareil. C'est vraiment parfait. Voilà. Que dire de plus? Bah, je sais pas. Je sais pas où vous pourrez le voir. Là, on rentre vraiment dans les tout petits films, hein. Mais c'est vrai que une comédie documentaire, c'est vraiment, ça lui va vraiment bien. Allez, on passe au film suivant, Dimanche, dont on regarde la bande-annonce. Mana şu yuqoldi. Shu uyni buzib yangidan solsak, ha undan keyin to'yda enajon. Ha, bolalaring yana uyga osilyaptimi? Botir, yana janjal chiqadi. Bolam, qo'y tinch o'tiraylik. Qonun hamma uchun barobar. Xo'p deyish kerak. Televizor qani? Ertaga Men baribir. aytdim, unga televizorga tegma deb. Qochib suyman. Uyda mashinani eski akkumulyatori Bu uyda sendan boshqa eski narsani o'zi yo'q. Agar yetmay qolsang kimgadir olgin. Voilà, film ouzbek, très beau film, plein d'émotions. Sur le temps qui passe, effectivement, ce couple qui est attaché aux traditions, qui fait face à leur famille, qui les incite à rentrer dans la modernité avec une gazinière, donc ils comprennent pas comment ça marche, une télé, où bah, il y a une télécommande, mais on fait quoi avec une télécommande? Et en même temps, il y a donc, le repli sur eux-mêmes. Alors là, le patriarcat, on y va, hein, parce que quand même, avant qu'il se rende compte que sa femme n'est pas immortelle et qu'elle a des problèmes de santé, c'est un bon gros connard, ce mec. On le voit dans la bande-annonce, hein, avec la vieille télé, c'est elle la télécommande. Elle est à côté, elle lui dit non, vas-y, passe à l'autre chaîne. Enfin, c'est voilà. Mais c'est voilà, les traditions face à la modernité. Un peu long. Un peu long, on va pas se mentir. Mais c'est une lenteur qui finalement est au service du film. Là, ce n'est pas des lenteurs qui vont venir plomber le film. Là, c'est vraiment, je trouve, au service du film. Donc, au final, c'est magnifique. Alors là, on va passer sur des films, je vous préviens d'avance. Le prochain film, là, c'est L'Agneau de Cheyenne Marie Caron. Cheyenne Marie Caron, ça fait 2 films qu'elle elle a toujours autoproduit ses films. Toujours des films avec un forte... toujours sur le thème de la religion. Et c'est une réalisatrice qui était distribuée à l'époque par Sage Distribution, qui, à partir de son précédent film, donc celui avant L'Agneau, là, lui a quand même dit, bon, ça va trop loin chez Yann-Marie, nous, on va arrêter de te distribuer, donc maintenant, elle l'auto-distribue ses films. Bon,
Voilà, bah, bon courage. La bande-annonce dure 2 minutes et encore, c'est pas la pire des bandes-annonces qu'on va avoir ce soir. Non, c'était pas ça. Zut, je me suis trompé de bouton. Attendez, on revient sur la bonne affiche. Hop. Samson descendit à Timna et il vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère: « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la pour ma femme. » Ouais. Je suis en plein cours, là. J'arrive tout de suite. Connaissez-vous Mathilde Dubarret? Oui. À la demande de sa mère, j'ai été amené à la rencontrer. Seul? Enfin, je veux dire, vous étiez seul avec elle. Pourquoi cette question, monseigneur? Elle ment. Il a avancé sa tête face à la mienne et a posé sa bouche sur la mienne en y introduisant la langue. De son autre main, il me caressait les seins et il est descendu jusqu'à mon entrejambe. Je n'ai pas réussi à m'extirper. Il a insisté en mettant sa main dans ma culotte. Madame Dubarret! Ce prêtre, ce défroqué, est assis là, à la table de ma sœur, avec des gens sains qui veulent créer un foyer sain. T'as pas honte? T'as pas honte? C'est la personne la plus menteuse, la plus malveillante que j'ai jamais rencontrée. Ben, je vais informer le procureur de la République de ces accusations d'agression sexuelle. Et je vais, le temps de l'enquête, vous retirer votre ministère de prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Rien. Rien de ce que dit cette jeune femme n'est la vérité. Même déjà précommander le DVD. Le film n'est pas encore sorti en salle que tu peux précommander le DVD. Bon, on va pas s'étendre sur ce film. On passe au suivant. Alors, La fin des slows, j'ai pas... Ah, mais j'ai un synopsis, là. Je vous montre la bande-annonce, puis après, je vous lis le synopsis. Avec la bande-annonce, on comprend pas forcément ce qui va se passer. Je vais me retourner pour pas regarder, mais vous pouvez vous embrasser maintenant. Ça y est. Ça dépend de mon côté. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est beau. Non mais arrête, c'est bon. Reviens me... Oui, non. Voilà. Bon. À partir de là, si vous trouvez de quoi ça parle, c'est magnifique. Je vous lis le synopsis quand même, parce que bon, on va pas rester là-dessus. Ce documentaire donne la parole à 15 couples de toute génération, toute orientation sexuelle et toute origine socio-géographique qui nous racontent comment ils vivent à deux des tâches du quotidien à la vie sexuelle, en passant par l'éducation des enfants et le travail. L'occasion pour toutes et tous de regarder son couple dans le miroir à la lueur du féminisme. Et effectivement, une fois qu'on a lu le synopsis, ça peut être intéressant. Alors, film suivant, Kyuka, avant la fin de l'été. On regarde la bande-annonce. Όλοι τον είδες τον κύριο μες στη βάρκα. Κοίτα, είναι κομπές των παιδιών.
Κάνει οικονομία, έρχεται με τα κουπιά. Έχει νεύρα. Νεύρα. Πάντα έχει νεύρα όμως. Πολύ χαρούμενος άνθρωπος φαίνεται ο πατέρας σας. Ναι, πολύ. Καλούλης είναι. Ναβίκος. Τι! Ωραία! 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 Voilà donc pour ce film. Et on passe au film suivant. Le Trésor perdu 2. Si vous vous rappelez, on avait eu le 1, et ben c'est la même qualité. Heureusement, ce coup-ci, parce que j'ai été voir la durée de la bande-annonce du premier, elle faisait pas loin de 2 minutes. Là, ils ont fait très court la bande-annonce. 59 secondes, et c'est suffisant. Ce sera peut-être les dernières vacances qu'on passe ensemble. Vous êtes au courant de la disparition de Monsieur Fort? La raclure, bon débarras. Oh non, pas encore vous. Oh non, ça suffit les émotions là. Qu'est-ce qu'il y a, les gosses? On a une piste à propos de Papy Marcel. 2 aventuriers se font arrêter à la frontière pour trafic d'objets d'art. Innocenté après une enquête, le commanditaire, un riche collectionneur, disparaît dans la nature. J'espère pour vous que vous ne faites pas ça pour gagner du temps. Ralentis, Joseph. Il va nous péter à la figure, ce vieux tas de ronde. Bah quoi? Je suis trop jeune pour mourir. Bon, encore une fois, les films de famille, est-ce que c'est vraiment besoin de les sortir au cinéma? Pas sûr, hein, pas sûr. Allez, film suivant, Festa Mayor. On regarde la bande-annonce. C'est un peu court en fait. Hey, attends. Elle a pas pris le virage. On devrait faire ça avant d'avoir fait les apéros et les soirées. Hein. Ça m'a manqué. On va avoir un mouflé. Un mouflé, oui, voilà, avec tout ça peut comporter. Ou 2 ou 3. Voilà, déjà, c'est pas mal. Moi, ce que je veux, c'est le lâchage. J'aime ce lâchage. J'aime ce moment-là où tout le monde est là et te porte avec ta douleur, avec ce que tu as besoin de sortir. Maman, je t'aime. Faut pas le louper. Le rayon vert là. Le rayon vert. Ça, c'est incroyable, mais devant ce que Voilà. Bon, alors là, c'est pareil, les films de village, est-ce qu'on a besoin de les sortir au cinéma? Je ne sais pas. Mais je sais pas, parce qu'on n'a pas l'air de s'intéresser aux origines de la fête. On filme juste la fête. Voilà. Pourquoi pas. Allez, on passe à l'instant, mesdames et messieurs, l'instant Bollywood.
avec un premier film, sa chaîne, The Miracle of Love. Oh, tout est dit. On regarde la bande-annonce. நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உன் லவ் சொல்றதுக்குள்ளார வெளியில இருந்து எவனாவது ஒருத்தன் வந்து வைக்க போறான் ஆப்பு. ஹாய் கேஸ். ஆமா உன் பேர் என்னடா? சச்சின். உங்க ஸ்மைல் கியூட்டா இருக்கு. ஒரு பொண்ணு பார்த்தனே. அவ முகத்துல இருக்கிற அழகான ரெண்டு கண்ணை பார்த்தனே. பொண்ணுன்னா ரெண்டு கண்ணு இருக்கதா பாத்தீங்க. முழுக்க டீனா இருக்கும். காலேஜ் பியூட்டி. யா. ட்ரீம் கேர்ள். Sachin loves Shalini. Shut up. அரே யப்பா இந்த பொண்ணுங்க இருக்காங்களே சும்மா வீட்டுக்குள்ள மட்டும் அப்படி போட்டு பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது வெளியே வந்தா ஐ லைக் ஒன்லி இங்கிலீஷ். Hey. மியூசிக் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? என்ன தெரியுமா? அட ராப் வந்தாலும் ஜாஸ் வந்தாலும் காரம் குறையாது என்ன பாட்டு. எனக்கேவா? அன்புனாலும் சரி அடினாலும் சரி நம்ம கிட்ட காட்டுறதை விட 100 மடங்கு. ஷாலினி நம்ம காலேஜ் முடியறதுக்கு இன்னும் 30 நாள் இருக்கு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள நீயா வந்து உன் காதல சொல்றியா இல்லையா பாரு. இங்க சச்சின் ஒருத்தன். யாரு? சச்சின் டெண்டுல்கரா? ஏன் சச்சின் சொன்னேன்? என்ன சொன்ன? அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கைங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவோம். ஈகோவை விட்டு கொடுக்காம லைஃப்ல யாருமே ஜெயிக்க முடியாது. இழந்துறத ஷாலினி. சச்சின் மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான்ல ஷாலினி. Voilà, j'ai trouvé très longue cette bande-annonce. Alors là, ils nous tuent dans les chouilles pour nous générer les sous-titres. Hein. Demandé pourtant, mais... alors là, carrément, il veut pas les générer. Pour le film suivant, Akal, The Unconquered. On regarde la bande-annonce. पिताजी साडी किस नाल कोई दुश्मनी है? ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ? ਜੇ ਪਿਤਾਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਫੌਲਾਦੀ ਜਿਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ। ਧਰਤੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਏ। पिताजी आ किस दा लहू है? ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। हंकार बंदा ਹੁੰਦਾ या जानवर? ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਰਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੰਗੀ ਜਹਾਨਾਂ मार खाने में सरदार। ये जंगी जहान जीत सकता है ता खालसा की चीज है। खालसा अकाल पुरख दी फौज है। सच्चे पातशाह दा फरजंद है खालसा। जित्या इंसानां नूं जांदा है ए खालसा मौत दे गेड़ तो बाहर है। ਸਰਦਾਰਨੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪੀ ਆ ਸਾਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹਨੇ ਬਲਦਾ ਖੁੰਡ ਹਿਲਾਇਆ ਦੀਲਿਆਂ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੌਣਾ ਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਮੌਤ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ Voilà, petit film historique, de l'action, du sang, tout ça. Et le dernier film Bollywood et le dernier film de cette semaine du 16 avril, déjà le 16 avril. Kesari, Chapter 2. On regarde la bande-annonce. Est-ce qu'on va réussir à avoir des sous-titres? Allez savoir, attendez. Vérifions, oui. Est-ce que YouTube va réussir ce coup-ci? On va savoir ça. जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। Did you fire shots in the air? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस पर वो सिर्फ बोलता नहीं है दहाड़ता है Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The Empire is shrinking. On n'a pas encore les grands classiques Bollywood cette semaine, j'en suis désolé. Mais il a l'air quand même assez marrant. Allez! On arrive donc, comme je le disais, à la fin de cette émission. Et j'ai personne à arrêter. J'ai personne à arrêter, donc bah, écoutez, on va partir comme ça. On va se dire au revoir.
Et puis, voilà, que dire de plus? Mardi prochain, les cafés du cinéma avec Louis à 18h30. Parce qu'on est déjà à la fin du programme, ça fait déjà 3 semaines, ça passe vite. Et je vous donne rendez-vous, autrement peut-être un soir pour faire un jeu de temps en temps. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. N'oubliez pas de soutenir la culture, d'être curieux, de découvrir des nouvelles choses et de penser dans ce monde de brut, c'est important. À bientôt.